Le vent salé était froid ce matin-là, mais encore plus froid était entre les yeux des hommes qui décidaient si les pirates vivaient ou mouraient quand les femmes pirates étaient capturées dans les années 1600 et 1700. Elles n'avaient presque aucun espoir d'obtenir pitié, mais ce qui arrivait après la capture était pire que la mort elle-même. Le vent salé était froissé eux matin-là, mais c'est eux qui étaient encore plus glacial, c'était le regard des hommes qui décideraient si les pirates vivaient ou mourraient. Quelle chance avait une femme dans un endroit où même les lois étaient faites par des hommes qui pensaient que c'était mal et contre nature pour les femmes d'être pirates. L'histoire nous dit que la réponse était presque aucune. Lorsque les femmes pirates étaient arrêtées dans les années 1600 et 1700, elles n'avaient presque aucun espoir d'obtenir de la miséricorde. Les tribunaux britanniques qui jugeaient les pirates étaient durs avec tous les pirates, mais pour les femmes, le crime était 2 fois plus grave. Elles avaient enfreint les lois de l'Empire, mais elles avaient aussi brisé les règles sur la façon dont les femmes étaient censées agir. Les procès avaient lieu rapidement. Ils étaient comme des pièces de théâtre jouées devant une foule, et tout le monde savait déjà comment ils se termineraient. CIE's, tribunaux navals rapides, se tenaient souvent dans des endroits comme la Jamaïque. Ils n'avaient pas de jury régulier. Au lieu de cela, ils écoutaient bien des capitaines de navires, des officiers de marine et des marins effrayés raconter leurs histoires. En 1720, 2 des femmes pirates les plus célèbres de tous les temps ont été jugées. Leurs noms étaient Anne Bonny et Mary Read. Elles étaient à Spanish Town, Jamaïque. Les dossiers judiciaires montrent l'émose en colère d'Anne Bonny à son petit ami capturé, Calico Jack. Elle a dit « Si tu avais combattu comme un homme, tu ne serais pas pendu comme un chien ». Leur défense était désespérée. Elles ont dit qu'elles allaient avoir des bébés. Cela s'appelait « plaider le ventre ». Cela signifiait qu'elles ne pouvaient pas être tuées immédiatement à cause de leurs enfants à naître. Cela leur a donné un peu de temps. Mais pour la plupart des femmes pirates, truc n'a jamais fonctionné. Le tribunal avait déjà décidé qu'elles étaient coupables avant même qu'elles ne pénètrent dans la salle. De nombreuses femmes pirates n'ont jamais eu la chance de parler avant d'être condamnées à mort. En fin de compte, elles seraient pendues. Pas seulement parce qu'elles étaient une pirate, quoiqu'ils soient déjà suffisamment mauvais, mais parce qu'elles avaient osé aller à l'encontre de l'ordre de la mer, un ordre construit par des hommes, pour des hommes. La rivière Thames roulait tranquillement près du célèbre quai d'exécution, mais le rugissement de la foule brisa le silence matinal. Ici, sous le gris ciel anglais, d'innombrables pirates ont rencontré leur fin. Hommes et femmes sont morts ici. La loi maritime britannique stipulait que quiconque commettait des actes de piraterie devait mourir. Les tribunaux navals avaient choisi ces quais d'exécution pour une raison spéciale. Les pirates condamnés mouraient avec la même marée qui leur avait jadis donné la liberté. Les femmes recevaient la même peine de mort que les hommes. Elles étaient conduites de la prison de Newgate dans un lent et embarrassant défilé à travers la ville. Les gens dans la foule leur lançaient des choses cruelles. La potence n'offrait pas de mort rapide. Ils utilisaient une méthode appelée la chute courte. Certaines personnes l'appelaient la danse du maréchal. Cela laissait le corps s'étouffer et se secouer pendant de nombreuses minutes avant que la mort ne vienne enfin. Mary Kitt était une Américaine devenue pirate après avoir échappé à la prison en 1729. Elle est morte ainsi sans aucun retard ni miséricorde, aucune revendication de grossesse ne l'a sauvée. Les pires criminels avaient leur corps laissés en suspension jusqu'à que 3 marées soient passées sur eux. Cette terrible tradition s'appelait le gibet. Cela arrivait plus souvent aux hommes, mais la menace rendait clair que l'Empire n'avait aucune miséricorde pour les femmes qui naviguaient contre lui. Avant la corde de pendaison, de nombreuses femmes ressentaient la douleur du fouet. Le fouettage était l'une des punitions les plus anciennes et les plus redoutées dans le monde maritime. Il visait non seulement à blesser le corps, mais à briser l'esprit d'une personne. Pour les femmes pirates capturées, ce spectacle était d'une cruauté supplémentaire. Ce n'était pas seulement une punition, c'était une humiliation publique.
La foule était invitée à regarder chaque instant. L'arme était appelée le chat à 9 queues. Il avait 9 cordes en cuir avec des nœuds attachés le long d'elle. Chaque coup pouvait déchirer la peau. Les sentences variaient de 12 coups de fouet à plus d'une centaine, mais même le plus petit nombre pouvait laisser des cicatrices à vie. La punition se déroulait toujours en public. Les quais, les cours de prison et les marchés devenaient des scènes pour le spectacle. La personne punie était attachée à un poteau en bois ou au mât d'un navire. Elle était dénudée jusqu'à la taille et fouettée pendant que des hommes, des femmes et des enfants regardaient sans détourner le regard. Pour les autorités, cela servait deux objectifs. Cela éloignait les gens de la criminalité et rendait les criminels honteux. Les hommes qui regardaient pourraient réfléchir à 2 fois avant de devenir pirates ou rebelles. Les femmes qui regardaient étaient censées savoir ce qui arrivait à celles qui sortaient de leur place appropriée. En 1720, après avoir été capturées en Jamaïque, Anne Bonny et Mary Read furent gardées dans des conditions terribles. Bien qu'aucun dossier ne prouve qu'elles ont été fouettées, d'innombrables autres femmes dans les colonies ont souffert de cela comme partie de leur punition. Parfois, elles étaient fouettées juste pour les faire parler. Chaque coup était un message. La mer n'appartenait pas aux femmes qui se rebellaient. Chaque cri qui s'élevait au-dessus de la foule était destiné à résonner dans la mémoire de celles qui oseraient suivre. Toutes les femmes pirates n'étaient pas condamnées à pendre. Certaines disparaissaient d'une autre manière. Elles étaient absorbées dans des vies d'esclavage, de travail forcé ou étant gardées comme compagnes non consentantes. Dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest et en Amérique, les femmes capturées faisaient souvent face à un destin plus silencieux que l'exécution publique. Mais ce n'était pas moins final. Dans les colonies espagnoles et portugaises, la ligne entre piraterie et esclavage était mince. Les femmes capturées étaient souvent prises sur les navires pirates et vendus comme des biens. De vieux dossiers de villes comme Portobello et Carthagène à la fin des années 1600 parlant des femmes étant traitées comme des cargaisons. Leurs identités étaient effacées au moment où elles mettaient le pied sur le quai. Les femmes noires et de race mixte étaient particulièrement vulnérables. Les autorités supposaient souvent qu'elles étaient déjà asservies, peu importe leur véritable rôle à bord du navire. Beaucoup ont été envoyés dans des plantations. Leur travail était échangé contre du sucre, du rhum et de l'or. D'autres ont été forcés d'entrer dans les foyers de fonctionnaires coloniaux. Elles étaient poussées à faire des travaux domestiques ou pire, forcées d'être des compagnes non consentantes. Les Britanniques ont aussi pratiqué cet effacement silencieux. Tandis que les pendaisons faisaient les gros titres, l'esclavage forcé ne laissait aucun dossier de procès, aucun verdict officiel. C'était une disparition sans cérémonie. Pour ces femmes, la capture ne signifiait pas la corde de pendaison. Cela signifiait une tombe non marquée dans les dossiers de l'Empire, oubliée délibérément, effacée non pas par un nœud coulant, mais par le silence. Pour certaines femmes pirates capturées, la mort ne venait pas avec la corde de pendaison ou avec le chat à 9 queues. Elle venait lentement dans l'obscurité à bord des épaves pourries des navires-prisons. Dans les années 1700, les prisons terrestres de la Grande-Bretagne débordaient. La criminalité, la rébellion et la guerre avaient créé plus de prisonniers que jamais auparavant. La réponse de la marine était à la fois pratique et impitoyable. Ils prenaient de vieux navires de guerre à la retraite et enlevaient leurs voiles. Ensuite, ils les encraguaient définitivement dans les ports. Ce n'étaient plus des navires de guerre, ce étaient des cercueils qui flottaient. Ils étaient ancrés dans des endroits comme Portsmouth, Plymouth et Kingston, Jamaïque. Les épaves étaient un cauchemar de confinement. Sous le pont, les prisonniers étaient enchaînés ensemble dans des trous étroits et sans air. Le bois au-dessus d'eux était imbibé d'humidité. L'odeur était accablante. Déchets humains, corps non lavés et pourriture aigre de l'eau stagnante. Les maladies se propageaient comme le feu dans ces conditions. Le typhus, la dysenterie et la variole tuaient des gens quotidiennement. Les symptômes détruisaient le corps jusqu'à que la mort devienne un soulagement. La nourriture était rare et souvent pleine de vers. L'eau potable était un luxe. Les prisonniers buvaient qu'on leur donnait, sachant que cela pourrait les rendre encore plus malades. Les femmes étaient rares à bord de ces épaves, mais lorsqu'elles y
étaient mises, elle faisait face à un double danger. En plus de la famine et des maladies, elle subissait des abus de la part des gardiens et des marins. Ces abus étaient rarement enregistrés, encore moins punis. Ces femmes n'avaient personne pour parler pour elles. Pas de voix et aucun espoir de justice. Certaines n'ont même pas été traduites en justice. Leur capture était la fin de leur existence légale. Les navires prisons étaient supposés être des espaces de détention temporaire avant le transport vers les colonies ou l'exécution. Mais pour beaucoup, ils devenaient la destination finale. Une semaine pouvait s'étendre en mois, des mois en années. La mort survenait tranquillement ici, sans public. Pas de foule pour la pendaison, pas de raillerie, pas d'annonce officielle. Juste le bruit de la marée frappant la coque et les gémissements des mourants. Lorsqu'un prisonnier mourait, son corps était souvent jeté dans le port sans cérémonie. Certains étaient enterrés dans de peu profondes tombes côtières, sans marque et rapidement oubliés. Dans les livres de comptes de la marine, leur décès était enregistré, si tant est, comme rien de plus qu'une ligne d'encre, décédé. Le silence de C.S. Navir était plus terrifiant que le spectacle de l'exécution. Une pendaison faisait une déclaration, une épave de prison vous effaçait. Aux yeux de l'Empire, c'était autant une punition que la mort, parce que cela déniait aux condamnés même la dignité d'être rappelés. Et peut-être que c'était le destin le plus cruel de tous, disparaître non pas avec un cri, mais avec un murmure que l'histoire refusait d'entendre.